Le texte d'Eric était encore allumé sur mon écran alors que je poussais la porte du restaurant. Je suis coincé au travail. Je n'avais même pas encore effacé la notification quand le serveur m'a regardé et m'a dit, du même ton doux qu'on utiliserait pour annoncer une rupture de stock, il est à la table 5 avec sa fiancée. J'ai laissé échapper un petit souffle. Ah, pas d'embarras, pas de colère. C'était comme entendre la fin d'une histoire que je connaissais depuis longtemps. J'ai levé les yeux. La lumière du restaurant glissait sur la table en acier inoxydable, froide et plate. Exactement ce que je ressentais à ce moment-là. Pour comprendre cette partie, il faudrait remonter quelques mois en arrière. Je suis Vivien. Je fais du design graphique pour un petit studio en centre-ville. Le métier oblige à voir les détails, une ligne décalée de quelques pixels, une couleur qui ne devrait pas être là, un peu d'espace vide au mauvais endroit. J'ai l'habitude de remarquer les choses que les gens essaient de cacher, à moins que celui qui les cache ne soit mon mari. Eric était chef de projet dans une entreprise technologique de taille moyenne. Il avait toujours l'air un peu trop soigné. Chemise impeccable, paroles lisses, sourire figé. Il savait exactement où se tenir pour ressembler à un homme qui a un but. Lors des soirées d'entreprise, il parlait avec ce ton calme et assuré, se penchant juste assez pour donner l'impression d'être prêt à résoudre n'importe quoi. Quiconque le rencontrait pour la première fois pensait qu'il était du genre à grimper directement au dernier étage. Je pensais autrefois que c'était une bonne chose. L'ambition n'était pas un crime jusqu'à ce que cette ambition ait besoin d'une scène et que je commence à me sentir comme le décor. Il y a environ 3 mois, Eric a commencé à soigner son apparence plus que d'habitude. Je me souviens d'un matin où il s'est regardé dans le miroir avant de partir, ajustant son col pour la 3e fois. Grosse réunion, ai-je demandé. Pas vraiment. Je veux juste avoir l'air professionnel. Sa voix était normale, mais ses yeux se sont détournés pendant un instant. Je n'y ai pas prêté attention. Il était du genre à vouloir que tout soit parfait. Mais cela a continué. Un soir, alors que nous nous préparions pour nous coucher, il a reçu un appel. Sa voix s'est adoucie de cette manière que l'on n'utilise qu'avec quelqu'un que l'on veut impressionner. Oui, je comprends. Merci pour l'opportunité. J'ai demandé, qui était-ce? Andrew, a-t-il dit trop vite. Juste un collègue. Je n'étais pas méfiante, mais quelque chose dans sa façon de parler m'a fait noter cela dans un coin de ma tête. Étrange. Puis sont venus les dîners d'heures supplémentaires de dernière minute. Il rentrait tard, avec une légère odeur de parfum féminin sur sa chemise, ce qu'il expliquait par la présence d'une nouvelle collègue se tenant près de lui lors de l'échange de documents. Je n'ai pas posé plus de questions. Je ne me considérais pas comme la femme possessive, mais il y avait ce sentiment ténu, comme un fil, qui commençait à tirer autour de mon poignet léger, mais présent. Un soir de week-end, il est entré avec une petite boîte dans la poche de sa veste. Je l'ai ouverte avec un espoir simple, peut-être un cadeau surprise. C'était une bague en diamant, petite mais pure. Pour qui as-tu acheté ça? Ai-je dit avant de pouvoir m'en empêcher. Une cliente de l'entreprise. Une récompense pour avoir atteint un objectif. Il a dit cela avec tant d'assurance que j'ai eu l'impression que c'était moi qui réfléchissais trop. J'ai refermé la boîte, je l'ai remise dans sa main et je suis retourné à la cuisine. Mon cœur ne me faisait pas mal, il se sentait juste froid. Quelques semaines plus tard, Eric a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Mon patron commence à me remarquer. À cause du projet? Ai-je demandé. Oui, en partie. Il a regardé sur le côté. Quoi qu'il en soit, sa famille accorde beaucoup d'importance à la stabilité. La façon dont il a insisté sur le mot « famille » m'a fait marquer une pause, mais il a changé de sujet si vite que je n'ai pas eu le temps d'analyser. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à me poser des questions étranges, si un homme peut offrir une vie meilleure à sa femme, comment devrait-elle se sentir par rapport à cela? Ou, penses-tu qu'il faille paraître plus digne de confiance pour monter en grade? J'ai juste répondu, tant que c'est réel. Eric est resté silencieux pendant un long moment. C'étaient les premières graines de suspicion. De petites lignes, discrètes mais intentionnelles. Je ne suis pas méfiante de nature, mais j'observe. Et je voyais qu'il commençait à vivre comme s'il était sur 2 scènes différentes, l'une avec moi calme, familière et une autre avec quelqu'un d'autre où il voulait passer pour un homme digne d'être exhibé. Je savais que j'aurais dû poser des questions, mais je n'aime pas supposer le pire sans preuve. Alors, je suis restée silencieuse.
Mon erreur n'était pas d'avoir fait confiance, mon erreur a été d'avoir fait confiance trop longtemps. Puis un petit événement s'est produit, quelque chose qui a poussé tous mes doutes dans une nouvelle direction. Un soir, alors qu'Eric franchissait la porte, son téléphone s'est éclairé avec une notification. Il l'a fourré rapidement dans sa poche, mais j'avais déjà aperçu 3 lettres courtes, Ali. Pas Andrew. Pas quelqu'un dont il avait déjà parlé au travail. Il a souri. Je vais à une réunion. Je serai en retard. Ce sourire était trop parfait, lui aussi. Ce n'était pas le sourire d'un mari qui sort de chez lui, c'était celui d'un homme sur le point de monter sur scène. Ce court instant a été le déclic. Pas douloureux, juste limpide. Et cela m'a mené à cette nuit au restaurant. La nuit où le serveur m'a regardé comme si j'étais la dernière personne à connaître le secret. La nuit où j'ai entendu « il est à la table 5 avec sa fiancée ». Et je n'étais plus surprise. C'était simplement le rideau qui venait enfin de se lever. Dès l'instant où j'ai vu ces 3 lettres, Ali, sur l'écran d'Eric, j'ai cessé de voir ces changements comme bizarres. Je les ai vus comme des signes silencieux, acérés. Et plus je regardais, plus je réalisais que ces signes étaient là depuis longtemps. Je n'avais simplement pas prêté attention à leur poids. La distance a commencé par des choses infimes. Eric parlait moins, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il choisissait ses mots. Quand je posais des questions sur son travail, il répondait par des phrases sèches, « Tu ne comprendrais pas mon environnement. Les trucs du boulot, c'est compliqué. » Son ton n'était pas agacé. Il était froid, assuré et un peu trop doux, comme s'il apaisait un enfant qui posait trop de questions. Je n'étais pas blessé, mais ses réponses étaient sa façon de créer une distance qu'il pensait que je ne remarquerais pas. Puis il a commencé à éteindre son téléphone la nuit. La première fois que j'ai appelé, c'est tombé directement sur sa messagerie. La deuxième fois, il était éteint. La troisième fois, il a envoyé un message 2 heures plus tard, réunion d'urgence. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, je n'ai pas répondu, je n'ai pas posé de questions. Le sentiment n'était pas de la suspicion. C'était comme voir un faux pli dans un tissu qui devrait être plat. Il suffit de regarder de près pour le voir. Il y avait des jours où je rentrais plus tôt que lui, et ces jours-là, je remarquais plus de choses que d'habitude. Par exemple, la façon dont il arrangeait ses cheveux dans le miroir. Il ne mettait jamais autant de temps auparavant. Mais maintenant, chaque fois qu'il allait travailler tard, il restait devant le miroir pendant presque 1 minute entière, redressant son col, ajustant ses cheveux, puis se vérifiant une dernière fois avant de partir. Il voulait paraître impeccable pas pour moi, ni pour le reçu dans la poche de sa veste. Un soir, en ramassant des vêtements pour la lessive, un morceau de papier est tombé par terre. Un restaurant à Midtown, vin cher, 2 plats. J'ai demandé légèrement, avec qui as-tu mangé? Un collègue. La table d'à accent grave côté faisait du bruit, ils ont probablement dû mélanger la commande de vin, a-t-il dit rapidement, très naturellement. Je ne l'ai pas regardé. J'ai posé le reçu sur la table, je l'ai plié soigneusement et je l'ai mis dans un tiroir. Ce que j'ai vu, c'était ceci, quelqu'un qui m'en est pas toujours frénétique. Parfois, il est plus calme que d'habitude. Puis il y a eu la bague en diamant dans le tiroir de son bureau. Le genre de bague que, si c'était vraiment un cadeau pour une cliente, l'entreprise aurait géré. Il n'aurait pas eu besoin de la payer lui-même. Cadeau client, a-t-il répété. Sans ciller. Sa façon d'en parler ne ressemblait pas à une explication, on aurait dit une réplique répétée. Chacune de ces choses n'était pas une preuve, mais des indices. Au moment où Eric m'a demandé de contracter un prêt à mon nom, les contours de l'image ont fini par apparaître. Il s'est assis en face de moi à la table de la salle à manger, les mains croisées. J'ai besoin d'un prêt pour prouver ma capacité financière. L'entreprise m'envisage pour un nouveau poste, mais j'ai atteint ma limite de crédit. Juste cette fois. Pourrais-tu signer pour moi? Je l'ai regardé pendant quelques secondes. Pourquoi as-tu besoin de prouver ta capacité financière pour une promotion? Processus interne. Tu ne comprendrais pas, encore un, tu ne comprendrais pas. Mais cette fois, je n'ai pas laissé passer. Je l'ai gardé à l'esprit. Il a continué à parler de l'avenir, des portes qui s'ouvrent, de la façon dont un leader doit montrer sa responsabilité financière. Tout cela semblait raisonnable. Trop raisonnable. J'ai signé. Non pas parce que j'étais sotte, mais parce que je pensais encore aider un mari ambitieux.
Je ne savais simplement pas que cette ambition n'avait pas de place pour moi. Plus tard, ce contrat de prêt est devenu la lame la plus acérée que j'ai jamais posée sur la table 5. Mais quand je l'ai signé, je ne voyais pas de lame. Je voyais seulement ma signature à côté de la sienne. Dans les jours qui ont suivi, Eric est devenu inhabituellement doux. Pas avec moi, mais avec quelqu'un au téléphone. J'ai entendu sa voix une fois alors qu'il était sur le balcon. Oui, je comprends. Je vais faire plus d'efforts. Le rencontrer est une bénédiction pour moi. Sa voix est descendue d'un ton, basse, un peu tremblante, comme quelqu'un qui s'efforce d'impressionner. Quand il est revenu à l'intérieur, je l'ai regardé. À qui parlais-tu? Il a marqué une seconde d'arrêt. Andrew. Juste une seconde. Infime. Mais quelqu'un qui travaille dans le design comme moi a l'habitude de remarquer le moindre désalignement. Andrew ne correspondait pas au ton qu'il venait d'employer. À partir de ce moment, j'ai commencé à voir les pièces du puzzle s'assembler. Il m'a demandé comment les gens riches voyaient quelqu'un qui veut s'élever. Il racontait des histoires de travail, mais glissait toujours des phrases comme « Certaines familles haut placées accordent plus d'importance à la stabilité ». Il nous comparait discrètement à des couples qui s'habillent bien et savent se présenter. J'entendais tout cela. Je ne réagissais pas. La vérité était qu'il ne s'adressait pas à moi. Il s'entraînait sur ce qu'il allait dire à quelqu'un d'autre, en m'utilisant comme doublure. Puis est venue la nuit où j'ai vu le message étrange. Eric avait laissé son téléphone sur la table pendant qu'il se douchait. L'écran s'est allumé. Je n'ai pas essayé de le lire, mais la ligne était trop claire, mon père t'apprécie. Merci pour ce soir. Pas d'émoji, rien d'exagéré formel, de la manière dont on écrit quand la relation est sérieuse. Je n'ai pas touché le téléphone. J'ai juste regardé pendant quelques secondes. Chaque signe précédent s'est aligné dans mon esprit comme des épingles formant une ligne nette et continue. Eric est sorti avec les cheveux mouillés et une serviette. Il a vu l'écran. En une demi-seconde, son visage a changé. Il a saisi le téléphone. Un collègue s'est trompé de destinataire. N'y pense pas, sa voix était trop rapide et trop douce. Pas la voix de quelqu'un qui dit la vérité. Je me suis assise, je n'ai rien dit. Ce que je ressentais n'était pas de la douleur, c'était une confirmation. À partir de cet instant, j'ai su que je devais regarder de plus près. Pas avec jalousie, pas avec fracas, mais avec la clarté de quelqu'un qui a relié assez de signes pour savoir ce qu'il attend au bout. Je ne l'ai pas confronté. J'ai simplement commencé à observer calmement, lentement, précisément. Parce que parfois, pour voir une personne clairement, il faut la laisser jouer son rôle. Et Eric livrait une performance très complète. Je n'ai pas posé de questions à Eric sur le message étrange et je n'ai pas demandé qui était cette personne nommée Ali. Les meilleurs menteurs ne sont pas ceux qui parlent avec aisance, ce sont ceux qui pensent que vous ne vérifierez pas. Et Eric était sûr que je ne vérifierais pas. Cette nuit-là, il a quitté la maison plus tôt que d'habitude. Réunion avec un client, a-t-il dit. La chemise qu'il avait choisie était celle qu'il ne portait que lorsqu'il voulait impressionner. Son eau de Cologne était plus forte aussi celle qu'il prétendait qu'un collègue masculin lui avait vaporisé dessus pour plaisanter. J'ai juste hoché la tête, puis je l'ai regardé par la fenêtre s'éloigner en direction de Midtown. Je savais que le GPS de sa voiture était synchronisé avec une application que nous avions tous les deux. Il pensait que je ne l'ouvrais jamais. Il avait raison, jusqu'à cette nuit-là. Le point rouge s'est arrêté devant un restaurant chic dans un quartier dont Eric avait dit un jour qu'il était trop loin pour qu'il s'y rende jamais. J'ai pris mes clés, enfilé un manteau et quitté la maison. Sans me presser, sans trembler, faisant simplement l'étape suivante vers ce que je devais voir de mes propres yeux. Quand je suis entré dans le restaurant, une douce odeur de vin flottait dans l'air. L'espace était chaleureux, les lumières jaunes recouvrant les tables comme une fine couche de peinture. Je suis resté immobile quelques secondes, laissant mes yeux s'habituer. Un serveur s'est approché. « J'attends mon mari », ai-je dit simplement. Il a jeté un coup d'œil au téléphone dans ma main. L'écran affichait encore le message « Je suis coincé au travail ». Et à cet instant, le visage du serveur a changé très légèrement, mais je l'ai vu. « Il est à la table 5 », a-t-il dit. « Avec qui ?» ai-je demandé, ma voix si calme que même moi je pouvais y entendre la froideur. Il a incliné un peu la tête. « Avec sa fiancée. » Personne ne vous prépare à cette phrase. Personne ne vous apprend à respirer après l'avoir entendue.
Mais je n'avais pas besoin de préparation parce que je le savais déjà. Ce n'était qu'une confirmation. Je ne me suis pas dirigé directement vers la table 5. Je voulais d'abord observer de loin, pour vraiment regarder l'homme avec qui j'avais partagé ma vie. La table 5 était nichée dans le coin au fond, un peu à l'écart du passage. Eric était assis de dos, la tête légèrement penchée vers la gauche de la façon dont il ne la penchait que lorsqu'il voulait avoir l'air détendu. Je ne l'avais pas vu sourire ainsi depuis longtemps. Un sourire large mais contrôlé, comme s'il essayait de paraître chaleureux tout en gardant une image soignée. En face de lui se tenait une jeune femme aux cheveux longs et aux yeux brillants. Alina. Je l'ai reconnue au moment où j'ai vu la bague à sa main, une bague presque identique à celle que j'avais trouvée dans son tiroir. Elle tournait légèrement sa main, comme pour montrer la façon dont la pierre accrochait la lumière. Et Eric la regardait avec les yeux d'un homme en cours d'évaluation. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Ils bougeaient comme un couple qui comprenait exactement sa place dans la vie de l'autre. Et plus que cela, ils bougeaient comme un couple avec un avenir promis. Cette scène ne m'a pas fait de mal. Elle a tout clarifié. Eric n'avait pas construit une double vie par amour, il l'avait construite par stratégie. Je restais là à les observer et chaque pièce s'emboîtait. Eric avait dit, la famille du président accorde de l'importance à la stabilité. Eric avait dit, cela pourrait être ma chance de monter. Eric m'avait demandé ce que les gens riches voulaient voir chez un homme qui a de l'ambition. Rien de tout cela n'était pour moi. C'étaient des répliques qu'il répétait sur moi. Et Alina, la fille du président de sa société, sa fiancée. Maintenant, tout était trop clair. Eric s'apprêtait à l'épouser pour pouvoir entrer dans cette famille puissante. Et notre mariage était une ombre, une marque du passé qu'il ne voulait faire connaître à personne, une face qu'il n'avait pas encore bouclée. Comme il l'avait dit un jour à quelqu'un, probablement Alina, le prêt que j'avais signé pour lui était l'argent dont il se vantait auprès de sa famille, l'utilisant pour montrer qu'il était stable, responsable, capable de prendre soin de sa future femme. J'ai payé pour qu'il s'achète un statut. Il s'est servi de moi comme d'un acompte pour son avenir. Et au moment où j'ai compris cela, je ne l'ai plus vu comme mon mari. Juste un homme prêt à tout échanger pour une place à la bonne table. Je n'ai pas hésité. Je me suis dirigé droit vers la table 5. Mes talons sur le sol marquaient un rythme régulier, comme les battements de mon cœur. Pas rapide, pas tremblant. Eric ne s'est pas retourné tout de suite. Alina m'a vu la première. Elle a incliné légèrement la tête comme si elle essayait de se rappeler si elle m'avait déjà rencontré. Je me suis tenu à côté de la table. Eric s'est retourné, m'a vu, et son visage s'est vidé de son sang. Pas par culpabilité, par peur. Vivien, je ne suis pas là pour parler, ai-je coupé. Ma voix était ferme, pas forte, mais assez pour faire marquer une pause à la table d'à côté. J'ai posé une pile nette de papier sur la table, le contrat de prêt à mon nom, les relevés bancaires montrant l'argent transféré à Eric. J'ai regardé droit vers Alina. Si vous êtes sa fiancée, vous devriez savoir que vous investissez dans un homme qui vit grâce à la signature de sa femme. Pas de colère, pas de sarcasme, juste la vérité. Assez tranchante. Alina a regardé les papiers, puis Eric. Ses yeux se sont baissés comme si elle venait de réaliser qu'elle n'était pas à la bonne place dans cette histoire. Elle n'a rien demandé. Peut-être n'osait-elle pas. Eric a bondi de son siège. Elle ment. C'est une transaction interne. Je peux expliquer, je l'ai regardée. Simplement regardée. Froide, comme le dessus de table en acier inoxydable de ce restaurant. Eric a avalé la fin de sa phrase comme si elle était restée coincée dans sa gorge. Le serveur n'était pas loin. Il comprenait ce qui se passait. Je l'ai vu regarder Eric avec une expression familière, le regard de quelqu'un qui vient de réaliser son rôle dans une histoire dont il n'a jamais demandé à faire partie. Un témoin. Je n'avais pas besoin de hausser le ton. La vérité se répand d'elle-même, comme une fissure sur un miroir. Elle commence en un point et s'étend, imparable. Personne dans le restaurant ne savait qui j'étais. Personne ne savait qui était Eric. Mais tout le monde savait une chose, claire comme le jour, quelqu'un venait d'être démasqué là même où il pensait briller. Je ne me suis pas assise. Je n'ai pas posé une seule question. Je n'avais pas besoin d'entendre une explication. J'ai simplement retiré ma main, ajusté mon manteau et dit, vous devriez finir votre dîner. Elle mérite de connaître la véritable histoire. Puis je me suis détourné. Je pouvais sentir les yeux d'Alina dans mon dos.
pas jaloux. Lucide. Eric a perdu sa place là, à la table 5, devant la personne même pour qui il s'était mis en scène pendant 6 mois. Et l'ironie était que je n'avais rien eu à détruire. J'avais simplement apporté la vérité là où elle devait être. Alina a regardé la pile de papier que j'avais laissée devant elle pendant encore quelques secondes. Puis, sans un mot, elle s'est levée. Sa chaise a glissé doucement sur le sol, juste assez fort pour que les tables voisines regardent. Elle n'a pas regardé Eric. Elle ne lui a pas posé une seule question. Elle a simplement pris son sac et est partie. Droite, rapide, décidée. Le genre de démarche que l'on adopte quand on réalise qu'on a été utilisé comme un accessoire. Eric a tendu la main vers elle. Alina, attends. Mais elle était déjà hors de portée. La seule chose qui restait sur la table était sa serviette, pliée si soigneusement qu'elle ressemblait à une décision qui venait d'être signée. Le téléphone d'Eric a vibré. L'écran s'est éclairé avec un nom, Monsieur Hale. Le père d'Alina, le président de son entreprise. Il a regardé l'appel comme on regarde un verdict. Je l'ai entendu répondre d'une voix si petite que seuls les plus proches pouvaient l'entendre, « Oui, je comprends. Je viendrai. » Puis il a posé le téléphone sur la table, sa main tremblant juste assez pour faire vaciller le verre à côté de lui. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux n'étaient plus ceux d'un homme confiant dans son ascension sociale. C'étaient les yeux de quelqu'un qui vient de perdre sa carte dans un tunnel sombre. Il a tendu la main, essayant de toucher ma manche. « Vivien, nous devons parler. » Ton malentendu. J'ai reculé. Très peu, mais assez. Je n'avais rien besoin de dire, cette distance parlait pour moi. Il n'avait plus le droit de me toucher. Je me suis retourné pour partir. Eric s'est précipité après moi. Tu ne peux pas juste partir comme ça. Nous sommes mariés. Tu dois me donner une chance de m'expliquer. Je me suis arrêté un instant, puis j'ai tourné la tête juste un peu assez pour le voir, mais pas assez pour qu'il ait l'impression que je dialoguais. J'enverrai les papiers du divorce demain. Ma voix était basse, calme, sans aucun tremblement. Les mots sont tombés comme une pierre dans une eau stagnante. Pas de remous, juste une chute directe vers le fond. Le visage d'Eric a blêmi. Vivien, tu ne peux pas être sérieuse. Je suis sorti du restaurant. Aucune réponse. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. Celui qui parle le plus est toujours celui qui perd. Je n'avais pas encore touché la porte d'entrée qu'Eric a accouru derrière moi. Vivien. Attends. Mais cette fois, il ne courait pas parce qu'il m'aimait. Il courait parce qu'il avait peur de perdre sa position, son image, la vie qu'il avait passé des mois à construire. Ses pas derrière moi étaient plus bruyants que la circulation dans la rue. Tu détruis ma vie. J'ai failli rire en entendant cela. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que cela le révélait plus clairement que n'importe quelle preuve. Dans son esprit, sa vie avait toujours été le centre. Je ne me suis pas retourné. Je n'avais pas besoin de voir son visage pour savoir à quoi il ressemblait. Les gens qui entraient dans le restaurant ont retenu la porte au même moment et l'ont vu le regard de quelqu'un qui regarde un homme perdre le contrôle. Personne ne m'a arrêté. Personne ne l'a défendu. La vérité était déjà de mon côté sans que j'aie à dire un mot de plus. Alors que je descendais les marches devant le restaurant, la voix d'Eric est devenue faible. Non pas parce qu'il s'est arrêté d'appeler, mais parce que je ne l'entendais plus. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon compte bancaire. Quelques étapes, simples, claires. J'ai soumis une demande pour annuler toutes les autorisations liées au prêt que j'avais signé pour Eric. Ma main ne tremblait pas. Je n'avais pas l'impression de faire quelque chose de colossal, je reprenais simplement ce qui m'avait toujours appartenu. L'email de confirmation est arrivé en quelques secondes. Une petite ligne verte, votre demande a été traitée. Je me suis adossé à ma chaise pas fatiguée, juste consciente que l'air dans la pièce semblait plus léger. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai tapé l'adresse du cabinet d'avocat que j'avais enregistré au moment où nous avions acheté la maison. Demain, je raconterai l'histoire. Sans embellir, sans défendre, juste en exposant la vérité. Et ce qui est drôle, c'est que plus la vérité est simple, plus elle blesse celui qui est en tort. Quand j'ai refermé l'ordinateur, j'ai ressenti quelque chose de très net, je n'étais plus coincé dans l'histoire d'Eric. Cette histoire s'était effondrée d'elle-même sans que j'aie eu à pousser.
Les gens pensent que la vengeance consiste à crier, à casser des choses ou à faire un retour dramatique. Mais la vraie vengeance, la froide, ne fait pas de bruit. Elle n'a besoin que d'un papier posé sur la bonne table, d'une phrase dite à la bonne personne et d'un pas fait au bon moment. Eric a tout perdu. Pas parce que j'ai fait quelque chose de cruel. Il a perdu parce qu'il a construit sa vie sur un mensonge. Et j'ai simplement allumé la lumière. Je me suis levé et j'ai accroché mon manteau au crochet. La maison semblait étrangement calme, comme une pièce après le passage d'une tempête, mais sans aucun débris, juste un air qui avait changé. J'ai fermé la porte du bureau et j'ai entendu un léger clic. C'est ainsi qu'un vieux chapitre se termine, pas de bruit, pas de douleur, juste définitif. Je ne savais pas où était Eric à ce moment-là. Peut-être encore au restaurant, s'expliquant avec désespoir. Peut-être convoqué dans le bureau du père d'Alina pour entendre des choses qu'il ne voulait pas entendre. Peut-être fixant l'avenir pour lequel il avait tout troqué et n'y voyant qu'un vide. Je m'en fichais. Ce qui importait, c'était que je m'étais enfin choisi. Pas par colère, mais par clarté. J'ai éteint les lumières du salon et j'ai regardé autour de moi dans la maison une dernière fois cette nuit-là. La liberté n'est pas un cri. La liberté, c'est quand on s'en va sans emporter la moindre part de quelqu'un qui vous a utilisé. Et cette nuit-là, j'étais libre. Le premier message que j'ai reçu le lendemain matin ne venait pas d'Eric. C'était celui d'un de ses anciens collègues. Il a été suspendu. Ils sont en réunion d'urgence avec le conseil d'administration. J'ai posé mon téléphone. Pas joyeuse, pas triste, juste stable. Ce qui lui appartient finit par le trouver. Je n'ai pas à lever le petit doigt. 1 heure plus tard, j'ai reçu un second message, cette fois d'une amie d'Alina, quelqu'un qui avait probablement appris l'histoire directement par elle. Le mariage est annulé. Sa famille veut couper les ponts. J'ai lu le message et verrouillé mon écran, sans surprise. Une famille puissante n'accepterait jamais un homme qui a construit son avenir sur un prêt au nom de son ex-femme. Ils ont besoin de propreté. Eric n'était pas propre. En milieu d'après-midi, son entreprise a publié une note interne. Eric était suspendu en attendant une enquête pour avoir sciemment dissimulé des informations personnelles affectant l'image de l'organisation. Ils n'ont pas écrit les détails, mais tout le monde a compris. En quelques heures seulement, son nom est passé des « ambitieux », déterminé, à des murmures sur un homme à 2 visages qui utilisait les femmes. Une carrière ne s'effondre pas à cause d'un immense scandale, elle s'effondre à cause d'une vérité petite mais tranchante comme un rasoir. Quant à moi, après avoir rencontré l'avocat, je suis sorti du cabinet en me sentant aussi légère que si j'avais rendu quelque chose qui ne m'avait jamais appartenu. Le divorce n'était pas une victoire, c'était une issue. J'ai loué un appartement plus petit que l'ancienne maison, mais plus lumineux. La lumière du matin frappait les murs comme une nouvelle couche de peinture. Aucune trace d'Eric ici. Aucune ombre de la vie d'avant. J'ai acheté exactement 3 choses, un bureau en bois clair, un tapis moelleux et une petite plante près de la fenêtre. J'ai laissé tout le reste vide. Non pas parce qu'il me manquait quelque chose, mais parce que je voulais voir l'espace pour me rappeler que je n'avais plus à faire de place pour quelqu'un d'autre. Certains soirs, je m'asseyais seul, regardant la rangée d'immeubles au loin. Pas triste, pas nostalgique. Je n'avais rien perdu, j'avais seulement laissé partir ce qui ne valait pas la peine d'être gardé. Et curieusement, le silence ne me semblait pas inconnu. C'était comme le moment où l'on coupe enfin une ficelle emmêlée qui s'enfonçait dans la peau depuis trop longtemps. Léger, propre, pile au bon moment. Eric a appelé quelques fois. Je n'ai pas décroché, pas pour le punir, mais parce qu'il n'y avait plus de raison d'écouter. Les gens ne s'effondrent pas à cause d'un seul gros choc, ils tombent quand ils sont enfin forcés de se regarder en face, sans déguisement. Et Eric contemplait son vrai portrait, un portrait auquel je n'avais pas besoin d'ajouter une seule ligne. Lors de ma dernière journée à vider l'ancien bureau, je me suis soudain souvenu de lui à la table 5. Le sourire calculé, les yeux en attente d'approbation, la posture d'un homme qui pensait avoir touché un pouvoir plus grand que lui. Je suis resté immobile quelques secondes, puis j'ai fermé la porte doucement. Aucun attachement, aucun regret. Le jour où il a été démasqué, je ne l'ai pas battu. J'ai juste repris ce qui était à moi. Le reste, il l'a fait s'écrouler tout seul. Parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire n'est pas de retenir quelqu'un, mais de s'en aller quand la vérité est déjà trop évidente. On ne perd pas en partant, on se choisit simplement à nouveau. C'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout.
Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme Eric? Quelqu'un qui a plus peur d'être démasqué que de vous blesser? Partagez vos impressions dans les commentaires, j'aimerais beaucoup connaître votre histoire. Et n'oubliez pas de soutenir la chaîne avec un abonnement et un j'aime.